Nous avons tous un côté sombre dans la vie. Chez certaines personnes, elles ne se réveillent jamais, tandis que d'autres, ils doivent la combattre toute leur vie. Mais qu'advenons-nous lorsque cette part sombre prend toute la place? Des criminels. Le 28 novembre 1994, à la prison de Columbia Correctional Institution, un détenu se fait assassiner avec un haltère par un autre co-détenu alors qu'il nettoyait un gymnase parce que celui-ci croyait que le détenu ne regrettait pas ses gestes. Si vous connaissez son histoire, vous savez de qui je veux parler. Aujourd'hui, on parle de Jeffrey Dahmer. Donc, c'est parti. Donc, l'histoire de Jeffrey Dahmer remonte au 21 mai 1960 à Milwaukee, au Wisconsin, où il naît dans une famille bien aisée. Son père, Lionel, est un chimiste qui travaille à temps plein et bien plus, car il travaille très souvent et est très peu à la maison. Tandis que Joyce, sa mère, est décrite comme étant souvent dépressive, avec des problèmes psychologiques et doit souvent se faire médicamenter. Il y a Jeffrey Dahmer et ensuite son petit frère David. Donc, la famille, elle est très aisée, il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas non plus de problème de violence ou quoi que ce soit. La famille est une famille très normale, très banale. Mais Jeffrey, lui, plus petit, est décrit comme un enfant très timide qui reste souvent dans son coin. À l'école, il est victime d'harcèlement, d'intimidation, mais aussi de violence face aux autres élèves. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Dans la classe, il se met souvent dans le fond pour que personne le dérange, pour qu'il puisse passer inaperçu. Dans le fond, Jeffrey Dahmer veut être un fantôme, tout simplement. Il a aussi un ami qui s'appelle John Borgdorf, qui lui allait à l'école avec lui. Et un peu après son incarcération, John a décidé de faire un témoignage où il raconte plusieurs événements qu'il a côtoyé avec Jeffrey, qui raconte un peu son comportement assez étrange et ce depuis sa jeunesse. Donc John raconte que la première fois qu'il a vu Jeffrey en train de faire quelque chose de bizarre, c'était un voyage de pêche à l'école. Tous les élèves pêchaient le poisson et Jeffrey a attrapé un poisson comme n'importe qui et il a décidé de sortir un canif de sa poche pour ouvrir le poisson et regarder à l'intérieur. Lorsque John s'est approché de Jeffrey, il lui a demandé pourquoi tu fais ça au poisson et Jeffrey a répondu que c'était tout simplement parce que l'intérieur des animaux l'intéressait. Il est vrai que Jeffrey a commencé plusieurs années auparavant à s'intéresser aux cadavres, mais aussi aux squelettes d'animaux. Donc lui, pour passer le temps, puisque son père n'était jamais à la maison et que sa mère dormait la plupart du temps à cause de la médication, lui, il parcourait les rues et les forêts de Milwaukee à la recherche de cadavres d'animaux. Donc là, il faut savoir que Jeffrey, lui, a jamais fait de mal à des animaux, il ne tuait pas des animaux, il trouvait des cadavres d'animaux. Donc les animaux étaient déjà morts. Il les ramenait chez lui pour ensuite les ouvrir et regarder à l'intérieur. C'était sa passion, c'était ce qui l'intéressait. Jusque-là, il n'y a pas de mal parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont intéressés à ça, à la mort, à ce qui se passe au corps après la mort. Mais John va raconter aussi une autre anecdote. En fait, un jour, John et ses amis ont réussi à ramasser 35 $ et sont allés voir Jeffrey pour lui demander s'il pouvait se rendre dans un centre d'achat et simuler une crise cardiaque. Suite à ce pari, s'il réussissait, il aurait les 35 $. Jeffrey Dahmer l'a fait pour avoir l'attention, pour essayer peut-être même d'avoir des amis, parce que jusque-là, il était souvent tout seul, autant à la maison qu'à l'école.
Finalement, Jeffrey a réussi et John a dû lui donner le 35 $. Il est vrai que Jeffrey il est vraiment décrit comme quelqu'un d'assez spécial, d'assez bizarre. Il parle pas beaucoup et quand il parle, il fait des blagues pour essayer d'attirer l'attention. C'est un peu comme le petit fanfaron de la classe, un fanfaron que personne trouve drôle finalement. Donc, à l'âge de 18 ans, ses parents vont finalement se séparer et les deux parents, Joyce et Lionel, vont se battre la garde légale de David, mais pas de Jeffrey. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'âge légal est de 21 ans. Il y a quelques États que c'est 18 ans maintenant, mais je crois qu'à l'époque, c'était vraiment 21 ans. Donc là, Jeffrey voit que ses parents se battent la garde de son petit frère, mais pas de lui. Ça a pu peut-être un peu engendrer cette colère, cette agressivité-là en dedans de lui, que savoir que à l'école, il était délaissé, les professeurs voyaient que Jeffrey était maltraité, était intimidé, personne n'a rien fait. À la maison, c'était pareil, personne ne se préoccupait vraiment de comment il allait, de son comportement et de sa personne. Donc là, sachant que les parents se battaient David, mais pas lui, ça a dû sûrement attiser un petit peu de violence et de jalousie. À partir de ce moment-là, à l'âge de 18 ans, Lionel ne réussira pas à avoir la garde de David, donc c'est Joyce qui va partir avec David et Lionel va se ramasser dans la maison avec Jeffrey. Lionel travaille beaucoup, il est très peu souvent là et Jeffrey va souvent être seul. Donc, à cette époque-là, en fait, Jeffrey va commencer les études universitaires, mais il ne réussira pas. Il a développé un problème d'alcool depuis le début de son secondaire, donc à 8 h le matin, il est déjà saoul, il sent l'alcool, et ce, à tous les jours. Et ce problème-là va perdurer toute sa vie finalement. Donc, rendu à l'université, il boit tellement qu'il est incapable de suivre les cours, il a des mauvaises notes, il passe pas aux examens, donc il va décider d'abandonner les études universitaires. Son père, à ce moment-là, va le forcer à entrer dans l'armée. Jeffrey veut pas aller dans l'armée, mais il n'aura pas le choix, donc il va y aller. Mais là encore, il ne réussira pas, il t'offre pas assez longtemps, il va se faire envoyer de l'armée parce que il boit, il est toujours saoul, donc il est incapable de respecter les consignes, de respecter les règles, mais aussi de suivre les autres hommes qui sont avec lui. Jusque-là, les amis ou les connaissances ni la famille de Jeffrey ont jamais vu Jeffrey avec une femme. Donc, c'est sûr que c'est un peu spécial, mais personne vraiment va lui poser de questions. Et en fait, Jeffrey a vraiment enfoui ce fantasme-là, cet amour-là pour les garçons au plus profond de lui. Il essaie, tant bien que de mal, de ne pas succomber à ce genre de fantasme-là. On recule encore quelques années plus tôt, il y a 4 ans, alors qu'il avait 14 ans, c'était la première fois qu'il embrassait un garçon et c'est vraiment à cette époque-là qu'il a compris qu'il avait une attirance plus pour les garçons que pour les femmes. Donc, toute son enfance, toute son adolescence, il a essayé de cacher ce fantasme-là, mais là, un jour, alors qu'il est chez lui, en 1977, il a 18 ans, il est chez lui, il regarde le journal et soudainement, il tombe amoureux d'un cadavre. Donc, le contexte, en fait, c'est que l'article de ce journal-là annonçait la mort d'un homme qui a été retrouvé mort et, en fait, il y avait une photo de ce cadavre-là qui était un peu floutée aux endroits où il fallait. Et Jeffrey, tout de suite, à la vue de ce cadavre-là, il est tombé amoureux. Donc là, il va essayer de se renseigner à savoir où les funérailles de cet homme-là ont lieu. Et il va se rendre aux funérailles en espérant pouvoir un jour s'approcher du cadavre et de pouvoir le voir. Mais Jeffrey est tellement excité sexuellement qu'il doit se rendre dans les toilettes pour faire ce qu'il a à faire. Dans ces mêmes années-là, il y a un autre fantasme qui va submerger Jeffrey, en fait, en juin 1978. C'est tout simplement, en fait, le fait de trouver un autostoppeur. En fait, il le décrit très bien. Il veut trouver un autostoppeur qui est torse nu, qui a une taille fine, des épaules larges, qui n'est pas poilu, avec qui il pourrait expérimenter des relations sexuelles quelconques. Donc là, il va se mettre à regarder, à passer dans les autoroutes, les routes, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un autostoppeur qui concorderait avec ses fantasmes. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Stephen X, et c'est un petit garçon de 16 ans qui s'en allait dans un festival de mode. Donc, il faisait de l'autostop et Jeffrey,
pile poil, il est tombé sur ce garçon-là et il a décidé de le ramener. Donc, il va l'emmener dans sa voiture et ils vont se diriger chez Jeffrey. Son père travaillait donc cette journée-là et ils vont commencer à boire. Donc, ils boivent, ils s'amusent, ils ont du plaisir, sauf qu'à un moment donné, Stephen veut retourner chez lui. Jeffrey ne veut pas que Stephen retourne chez lui, il ne veut pas se sentir seul, se sentir exclu, rejeté. Donc, il va prendre un poids à terre et il va frapper la tête de Stephen qui va tomber raide sur le sol. À ce moment-là, Jeffrey ne sait pas quoi faire, donc il va tout simplement démembrer le corps et le mettre dans plusieurs sacs poubelles. Il va ensuite prendre les sacs poubelles, aller les mettre dans le coffre de son véhicule, mais aussi à l'arrière. Il va prendre son véhicule et il va partir pour aller déposer la dépouille un peu partout. Donc là, il va se faire arrêter par un policier et parce qu'en fait, il a dépassé une ligne jaune. Donc là, à partir de là, le policier va se rendre à la voiture de Jeffrey. Il va voir les sacs poubelles, il va lui dire c'est quoi ces sacs poubelles-là? Jeffrey va lui dire que c'est tout simplement des poubelles qui sont trop grosses pour pouvoir entrer dans la poubelle de la bâtisse de sa maison. Donc, il doit aller les porter dans un conteneur pas trop loin. Finalement, le policier va lui donner un simple ticket et il va partir. La voie à Jeffrey va être ouverte. Il va pouvoir faire ce qu'il veut à partir de là. Sauf que là, il va finir par rebrousser chemin et finalement, il va enterrer le cadavre dans la cour, en fait, de chez lui. Ayant peur, en fait, que son père se rende compte de quoi que ce soit, Jeffrey va tout simplement quitter la maison pour quelques temps. Il va faire le tour des États-Unis, il va essayer de s'amuser ou essayer d'oublier le plus possible ce qu'il a fait finalement. Et c'est vraiment en 1982 qu'il va revenir à West Ellis. Il va emménager chez sa grand-mère pour essayer de trouver un peu de réconfort, un peu d'amour de sa grand-mère. Et sa grand-mère, en fait, il faut savoir qu'elle était catholique. Elle allait à l'église à tous les dimanches. Donc, Jeffrey va décider de la suivre et c'est vraiment à ce moment-là qu'il va trouver une partie de sa place. Donc, l'église, la Bible, la religion, il va vraiment essayer le plus fort possible de ne pas céder à ses fantasmes vis-à-vis les hommes, donc à ses fantasmes homosexuels. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, l'homosexualité, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as le droit de le montrer, de l'afficher, tu peux faire ce que tu veux, mais à cette époque-là, c'était pas facile. Les jeunes n'étaient pas élevés comme nous en ce moment dans la parole libre. Donc Jeffrey, lui, surtout avec le père qu'il avait, assez autoritaire, assez strict, c'était difficile. Donc il a essayé le plus longtemps possible de justement ne pas céder. Et dans le fond, sa grand-mère avait une maison et Jeffrey avait le sous-sol complet à lui. Donc là, c'est sûr que l'amour envers les animaux, les cadavres a continué. Il ramenait des cadavres, mais là, il a commencé à ramener des cadavres humains. Donc d'où l'odeur que je vais vous décrire un petit peu plus tard. Donc là, à cette époque-là, il a aussi décidé de commencer à s'inscrire, disons, dans une communauté homosexuelle. C'était un bain-douche, il allait souvent là. Je sais pas c'est quoi un bain-douche, donc dites-moi là en commentaire si vous savez c'est quoi. Moi, j'ai aucune idée. C'est un bain-douche, donc Jeffrey y allait, c'est souvent une communauté homosexuelle parce que à cette époque-là, dans ce bain-douche-là, il rencontrait beaucoup de garçons et ça allait très bien. En fait, Jeffrey était décrit comme quelqu'un de vraiment charismatique, charmant, il savait parler, il savait bien parler, il savait s'exprimer, il était éduqué. Donc, ça a toujours été facile pour lui d'avoir des garçons, de jamais en fait rentrer seul. Et là, par contre, il y a une rumeur qui va partir au sein de ce bain-douche-là, de cette communauté homosexuelle, que Jeffrey Dahmer, en fait, mettait de la drogue dans les verres des garçons avec qui il partait. Et là, la communauté ne veut pas ce genre de rumeur-là au sein de sa communauté, donc ils vont décider d'exclure Jeffrey. Donc, encore une fois, Jeffrey est exclu. Et là, il sait plus quoi faire. Donc là, il y a comme plus vraiment de porte de sortie parce qu'il faut dire que cette communauté-là l'empêchait, entre parenthèses, de commettre des meurtres, de commettre les atrocités qu'il a commis. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, je pense que ça a vraiment dégénéré parce qu'il faut savoir que le meurtre de Stephen X s'était déroulé 9 ans plus tôt. Donc, Jeffrey, il a été 9 ans sans tuer personne. 9 ans où sa vie a quand même été assez remplie. Il est allé à l'université, il est allé dans l'armée, il est déménagé chez sa grand-mère, il est entré dans la communauté homosexuelle. Donc, je pense que c'était vraiment son pied, quelque chose qui le retenait dans la vie normale. Donc, à partir de ce moment-là, tout va vraiment basculer, tout va changer.
En novembre 1987, Jeffrey va rencontrer un homme de 26 ans qui s'appelle Steven Tuomi. Il va le ramener en fait dans une chambre d'hôtel qu'il avait l'habitude de louer pour avoir du plaisir caché, évidemment. Mis à part la communauté homosexuelle, il n'y a personne d'autre qui savait qu'il était homosexuel. Donc, Jeffrey, pour se cacher en fait de sa grand-mère, de son père, bon, il va décider d'aller dans cette chambre d'hôtel-là et il va ramener ce garçon-là de 26 ans, Steven Tuomi, et ils vont boire, ils vont prendre l'alcool, ça va vraiment être comme le party avec ces deux gars-là, ils vont s'amuser et tout, et à un moment donné, Jeffrey va s'évanouir. Donc c'est sûr qu'un mélange d'alcool et de drogue, ça peut donner ce genre de comportement-là. Mais là, le lendemain matin, il va se réveiller et il va sentir quelque chose de bizarre. Steven il est couché à côté de lui, mais son corps est froid. Donc là, il va se rendre compte que Steven il est mort et que c'est lui qui l'a assassiné. Donc, ce qu'il va faire, en fait, pour cacher son crime, c'est qu'il va prendre la valise, une valise des vêtements qu'il avait emmenés, il va les enlever, il va mettre le corps de Steven dans la valise, il va descendre au rez-de-chaussée, il va appeler un taxi, il va demander à l'homme qui conduisait le taxi d'aider, de l'aider, en fait, à prendre la valise et à la mettre dans le coffre, et c'est vraiment là qu'il va se débarrasser du corps de ça. En 1988, soit un an plus tôt, Jeffrey va avoir commis 2 autres crimes. Et là, j'ai dit qu'il se débarrassait des corps, mais il va garder certains morceaux, certaines parties du corps, et il va en fait les emmener chez lui, chez sa grand-mère, dans le sous-sol. Donc en 88, il y a 2 corps de plus qui s'ajoutent. Et là, la grand-mère de Jeffrey commence vraiment à être tannée parce qu'il y a une odeur nauséabonde qui est presque indescriptible quand on n'a jamais été en fait en contact avec un cadavre. Donc en fait, un cadavre, l'odeur qui se rapproche le plus, c'est lorsqu'on oublie du steak haché, de la viande hachée sur le comptoir pendant 2-3 jours. Donc un cadavre, ça va commencer à sentir ça après autant de temps. Donc c'est pas mal une odeur qui se reflète un peu là, sur le cadavre. Donc un cadavre, ça sent la même chose que du steak haché délaissé sur le comptoir pendant 2, 3, 4 jours. Là, finalement, Jeffrey va quitter sa grand-mère. Finalement, il n'aura pas le choix. Et il va déménager dans l'appartement qui va devenir l'appartement culte où tout le monde, en fait, a connu Jeffrey. Il va déménager au 213 de la 25e avenue à Milwaukee, l'appartement culte. Et en fait, le lendemain, il va assassiner un autre garçon. Ce garçon s'appelle Anthony Sears. Et il va garder son squelette jusqu'à son arrestation. Donc là, déjà là, ils viennent de baptiser son appartement. Et la même année, il va être arrêté pour avoir drogué et abusé sexuellement d'un garçon mineur de 13 ans. Donc là, il va passer en cours et à la cour, il va tellement bien parler, il va tellement bien s'exprimer, autant ses remords que ce qu'il a fait. Il va aussi dire en fait que il aimerait pouvoir avoir une condamnation longue, donc en semi-liberté, pour pouvoir continuer de travailler parce que son travail, c'était son piédestal, c'était ce qu'il faisait garder en société, essayer en fait d'obtenir des relations et de le garder en fait les 2 pieds sur terre. Donc là, il va convaincre le jury, il va convaincre le juge et le juge va le condamner à une semi-liberté de 12 mois. Donc c'est quoi? En fait, aux États-Unis, tu peux avoir une condamnation collée, donc pas de liberté pendant 4, 5, 6 mois complets, ou purger une peine de semi-liberté qui va être plus longue, mais tu peux sortir le jour pour travailler. Donc, si tu as la possibilité de le demander, tu peux le demander et ça peut être accordé. Comme Jeffrey Dahmer, lui, ça lui a été accordé. Donc, pendant 1 an, il dormait en prison, mais le jour, il allait travailler. Donc, pendant 1 an, il va faire ça. Et en 1990, il va avoir commis 4 meurtres dans son appartement, 2 en février, 1 en avril et un autre en 1991. Le 27 mai 1991, il va rencontrer Conérac Simtasophone. Et en fait, l'histoire va commencer lorsque deux femmes qui se promenaient dans la rue vont tomber sur Conérac qui a l'air visiblement très mal. Il saigne en fait, il saigne de la tête et il a l'air complètement saoul. Donc là, les 2 filles qui sont dans la rue vont appeler la police va arriver et Jeffrey va sortir de son appartement pour venir chercher Conérac pour pas que ça se sache. Donc Jeffrey va lui dire, écoutez, c'est mon petit copain, il a 19 ans, on s'est chicané un peu, il est saoul, faut juste m'aider à le ramener à la maison, tout va bien aller.
Les policiers se posent pas plus de questions que ça et ils vont aider Jeffrey à emmener Conérac sur le bord de la porte de la maison de Jeffrey. Un des policiers va même dire que, après son arrestation, que quand il est arrivé près de la porte, ça sentait, il y avait une odeur nauséabonde, mais il n'a pas vraiment fait attention et ils sont partis. Donc là, ce qui va arriver, c'est que durant la nuit, finalement, Jeffrey va assassiner Conérac et il va garder certaines parties de son corps jusqu'à son arrestation. En 1991, la même année, Jeffrey va dans plusieurs boîtes de nuit. C'est vraiment là qu'il rencontre la plupart de ses victimes. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il rencontre ses victimes, il les emmène danser, il les drogue à leur insu. Et ensuite, ben, il les ramène à son appartement. Donc là, on a Matt Turner, que lui, il a disparu le 30 juin 1991. On a Jeremiah Weinberger, qui a disparu le 5 juin 1991. On a Olivier Lacey, qui a disparu le 12 juillet 1991. On a Joseph Brendehoft, qui a disparu le 19 juillet 1991. Donc, c'est à la même époque qu'une autre idée, un autre fantasme va surgir dans les idées, dans les pensées de Jeffrey, qui est en fait d'essayer de construire pas un robot, mais un zombie vivant, un zombie sexuel. Donc lui, dans le fond, Jeffrey, lorsqu'il a parlé avec Ressler, l'agent du FBI, il lui a dit que lui, sa passion n'était pas de tuer. Il aimait pas vraiment ça de tuer des gens, mais pour garder ses hommes, il n'y avait pas le choix. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment avoir un zombie sexuel, avoir quelqu'un à qui il peut dire tout ce qu'il veut, qui peut faire ce qu'il veut, un esclave finalement. Donc là, il a eu l'idée de prendre de l'acide chlorhydrique, de la faire bouillir, ou de prendre de l'eau chaude et de la faire bouillir pour ensuite creuser un trou dans le lobe frontal de ses victimes et insérer le liquide. Donc, que ce soit l'acide chlorhydrique ou encore l'eau bouillante, ces deux liquides-là, ben en fait, il essayait de justement mettre ces liquides-là dans leur lobe frontal. Donc, ça n'a pas marché, évidemment, toutes les personnes sont mortes. Et le 22 juillet 1991, Jeffrey va ramener chez lui, après avoir été dans une boîte de nuit, Tracy Edwards, et ils vont manger ensemble, ils vont regarder des films d'horreur, ils vont boire de l'alcool, et là, à son insu, Jeffrey va mettre des somnifères dans le liquide, dans la boisson de Tracy. Et là, Tracy va commencer à se sentir un peu engourdi, un peu étourdi, mais il va amadouer un peu Jeffrey et finalement, il va réussir par sortir de son appartement. Donc, il va se ramasser dans la rue, il va croiser deux policiers et ces deux policiers-là vont prendre la déposition de Tracy. Ils vont se rendre chez Jeffrey. Et là, les policiers vont entrer chez Jeffrey, ils vont faire le tour, ils vont découvrir un appartement de l'horreur, ils vont découvrir plein de choses vraiment hallucinantes, là, si on veut pas partir du crime, si on n'a jamais travaillé là-dedans, c'est horrible. Il y a beaucoup de photos qui sont sur les comptoirs, sur les tables, où des hommes sont posés nus avec des positions vraiment explicites. Et là, Tracy va dire aux policiers d'aller fouiller dans le frigidaire et le congélateur de Jeffrey, qu'il y a des choses vraiment pas normales qui se passent là. Les policiers vont ouvrir le congélateur et le frigidaire, ils vont découvrir des cœurs, des organes, mais aussi une tête qui avait été très bien conservée. Et tous les organes étaient entourés de patates, de concombres, de carottes, de ketchup, de moutarde, de mayonnaise, donc comme si c'était une viande normale là, finalement. Il y avait aussi des squelettes dans les armoires, il y avait des torses dans des cuves d'acide chlorhydrique, donc là, un peu comme dans les films, là, il y a une cuve d'acide et il y avait des torses humains, des jambes et tout le kit, là. Il y avait des têtes dans le frigo, bon, comme j'ai dit, qui est entouré de carottes de ketchup. Et là, finalement, ben, Jeffrey va être emmené au poste de police et il va tout avouer. Vraiment, il est pas gêné, c'est pas comme un meurtrier en série qu'on a l'habitude en fait de côtoyer, de voir et même de parler. Jeffrey va vraiment tout avouer de A à Z ce qu'il a fait, son parcours un peu. Et en 1992, Jeffrey va être condamné à la peine de prison à vie 17 fois, ce qui équivaut aux États-Unis à 957 ans de prison, tout ça sans possibilité de libération conditionnelle.
Donc, à partir de ce moment-là, il va être en prison, à la prison justement de Columbia Correctional Institution. Il va passer seulement 2 ans à cette prison. Il va être agressé 2 fois. Donc, la première fois, ça va être en juillet 94. Un co-détenu va avoir essayé de l'égorger avec un canif. Non, une lame de rasoir. Et la deuxième fois, ça va être le 28 novembre 1994, comme j'ai dit au début. Il nettoyait un gymnase de la prison de Columbia et avec un autre co-détenu du nom de Christopher Scarver, qui lui était schizophrène, il était persuadé que Jeffrey ne regrettait pas du tout ses gestes. Donc, il a décidé en fait de le frapper avec un poids haltère. C'est quand même assez perturbant parce que sa première victime, c'est avec ça qu'il l'a tué. Et là, il se fait assassiner le 28 novembre avec ça. Donc, Jeffrey va être emmené en ambulance vers l'hôpital, mais il va décéder au bout de ses blessures dans l'hôpital. Donc, pour ce qui est de l'histoire de Jeffrey Dahmer, elle se termine ici. Mais là, j'avais envie de repartir un peu sur certains traits de sa personnalité. En fait, on sait que Jeffrey Dahmer, en fait, même il l'a avoué, qu'il a jamais été capable d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui était réveillé. Donc là, soit il y avait des relations sexuelles avec quelqu'un qui était inconscient parce qu'il mettait des somnifères dedans ou un cadavre. En fait, ça relative vraiment la honte d'être homosexuel à cette époque-là, une honte qu'il avait, qu'il voulait absolument cacher, mais qui voulait en même temps assouvir ses fantasmes. Donc, essayer d'assouvir ses fantasmes en les cachant, eh bien, ça a donné en fait que Jeffrey tout simplement droguait ses victimes et qu'il abusait d'elles pendant qu'elles dormaient ou pendant qu'elles étaient mortes. Donc, Jeffrey a vécu beaucoup de rejets, autant des camarades, de sa mère, de son frère, de son père, aussi de l'armée, de l'école universitaire. Donc, il se fait renvoyer de pas mal tout. Il n'a jamais été capable de garder une relation, mais d'un autre côté, il voulait pas non plus vraiment avoir de relation parce que il détestait parler. Donc, quand il avait ses victimes chez lui, un peu comme Tracy Edwards racontait, il n'y a pas vraiment de conversation. C'est toujours des activités où on ne parle pas. Donc, un film, la plupart du temps, c'était ça. Et en fait, pour que les hommes restent avec lui sans qu'ils se sentent rejetés, justement, il fallait qu'il tue, il n'y avait pas le choix, ou essayer de construire des zombies sexuels, des esclaves sexuels. Jeffrey gardait des morceaux de cadavres, un peu comme pas mal tous les meurtriers en série qu'on couvre. Ils gardent toujours des trophées, en fait. Et pourquoi on dit que c'est des trophées, en fait? C'est pas tant des trophées. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, mais en fait, s'ils décident de garder ces morceaux-là, c'est tout simplement pour que la personne reste avec elle. Et là, comme Jeffrey Dahmer, lui, il mangeait des parties de ses victimes, eh bien, c'était tout simplement pour que ses victimes continuent de vivre en lui. Il était persuadé qu'en gardant des morceaux ou qu'en les mangeant, la victime restait là. Il était toujours avec la victime. Donc, il a tenté tellement de garder ses émotions, ses pulsions sexuelles, homosexuelles que, il a fini par vivre seul dans la solitude. Il pouvait parler à personne. Donc là, quand on est seul et qu'on a autant de fantasmes que Jeffrey Dahmer, on se reclue dans son appartement, on réfléchit, et à un moment donné, toute cette pulsion-là, tous ces fantasmes-là sont alimentés justement par nos pensées. Et à un moment donné, ça éclate. Donc, c'est vraiment ce qui a engendré la mise en place de tous ces meurtres, de tous ces abus sexuels-là. Parce que lui, dans le fond, Jeffrey Dahmer, c'était vraiment des meurtres sexuels, là. C'était vraiment des pulsions qu'il y avait, puis il fallait qu'ils les assouvissent. En même temps, il ne pouvait pas garder les victimes en vie. Les victimes allaient partir et ils allaient porter plainte. Donc, d'un autre côté, c'est pas mal pour ça que les tueurs en série, tuent leurs victimes. C'est justement pour assouvir leur pulsion sexuelle et là, sans se faire prendre. Donc, la prise de photos, Jeffrey Dahmer a été, dans le fond, son appartement a été retrouvé avec beaucoup de photos, environ 1000, ce qui pourrait signifier que, en fait, il y a vraiment beaucoup de victimes, autant mortes que vivantes, on peut constater, avec des photos vraiment des positions très explicites. Donc, ça permettait en fait à Jeffrey Dahmer de pouvoir revivre les meurtres, mais aussi revivre les expériences sexuelles qu'il avait avec les cadavres. Et là, une chose aussi, Jeffrey Dahmer, lui, quand il tuait, il pouvait tuer durant la semaine. Et là, pour garder le cadavre, eh bien, il devait le mettre dans la baignoire remplie de glace. Et là, c'était vraiment assez intense parce que on se dit, bon, ok, Jeffrey, il a
il mettait les cadavres dans la baignoire, c'est pas le premier. Sauf que là, il voulait tellement pas que la glace fonde qu'il était même prêt à prendre des douches d'eau glacée. Donc là, c'était vraiment rendu de la torture, son truc. Je pense que c'est pour ça qu'il a avoué aussi facilement, c'est que de notre côté, le garçon était sûrement tanné de vivre dans ce monde-là. Son appartement était en piteux état, ça puait. Le concierge, il devait gérer une dizaine de plaintes là, par mois. De l'appartement de Jeffrey parce que ça sentait, là, écoute, puis quand c'est rendu que le voisin du sous-sol est capable de sentir l'odeur de ton appartement, c'est que ça pue, là, c'est qu'il y a vraiment une odeur. Et Jeffrey, ben, il devait cacher tout ça, c'est vraiment de la construction de meurtres, de la construction d'événements qu'il fallait qu'il fasse. Et je crois qu'il était vraiment tanné. C'est pour ça qu'il a avoué aussi facilement tous ses meurtres. C'est que, c'est sûr qu'à un moment donné, ce genre de vie-là, ça devient trop, ça devient impensable de vivre de cette façon-là. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sinon, vous pouvez toujours commenter la vidéo. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez surtout pas. Je regarde tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires aussi. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet de vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous!